RFM Midi. Mesdames, Messieurs, bonjour, il est 12h à Dakar et partout au Sénégal, l'heure du grand journal. Bienvenue dans cette principale édition de la mi-journée. À la une de l'actualité, l'appel du syndicat autonome des pêcheurs du Sénégal pour la libération de Sénégalais arrêtés en Mauritanie et détenus dans des conditions difficiles, selon le secrétaire général du dit syndicat que vous entendrez dans un instant. Nous évoquerons la mobilisation d'une centaine de villages opposés à une exploitation de phosphate dans la commune de Koul. Notre dossier du jour sur les aménagements des horaires de travail décidés par certaines sociétés nationales, la Poste et le port de Dakar notamment, pour libérer les femmes plus tôt en ce mois de Ramadan. La mesure fait polémique depuis quelques heures. Dans ce journal également, nous reviendrons sur l'appel lancé par le ministre de la Santé et de l'Action sociale aux structures sanitaires privées pour contribuer à la résorption des besoins en recrutement de personnels médicaux, paramédicaux et administratifs. Vous entendrez le 8 mai du secteur privé de la santé. Et puis pour une prise en charge psychosociale des travailleurs déflattés, vous entendrez également des spécialistes sur la question. Enfin, dans notre rubrique au point de vue, débat sur l'état des libertés civiles et politiques au Sénégal. À la mise en onde, Abdoulaye Diop. Souleymane Niang. Plusieurs pêcheurs de Saint-Louis sont arrêtés et détenus dans des conditions difficiles en Mauritanie. C'est une information donnée par le secrétaire général du syndicat autonome des pêcheurs du Sénégal. Moustapha Dieng appelle les autorités à prendre les mesures nécessaires pour leur libération dans les meilleurs délais. Il est au micro d'Ousseynou Diop. Nous alertons par rapport à une situation qui s'est présentée actuellement au niveau de Nouakchott. À la suite de rafles opérés au bord de la mer, beaucoup de Sénégalais, notamment les pêcheurs qui étaient allés par la voie des mers pour faire leur campagne, ont été raflés et sont maintenant détenus dans un camp au niveau du quartier 5e à Nouakchott. Ils sont détenus dans des conditions inhumaines, à l'étroit, dans des chambres où il n'y a pas de toilettes, il n'y a pas de conditions d'hygiène. Ils n'ont rien à manger, on ne leur donne pas à manger. Nous alertons, nous appelons les autorités par rapport à cette situation. Nous appelons l'ambassadeur, son excellence l'ambassadeur du Sénégal à Nouakchott par rapport à cette situation. On demande à ces jeunes gens de fournir leur carte de séjour alors qu'ils n'en ont pas. On leur demande de fournir des contrats de travail alors que dans le secteur de la pêche artisanale, il n'y a pas de contrat de travail. On leur demande de fournir des comptes bancaires. Tout ce qu'on leur demande, ils ne sont pas en mesure de le fournir. Donc, nous appelons les autorités, nous demandons rapidement et dans l'urgence qu'il y ait une intervention de nos autorités pour faire libérer ces jeunes-là. Quitte à les faire revenir au Sénégal, mais qu'ils soient libérés. À Thiès, des jeunes venus des 100 villages de la commune de Koul. Koul, c'est dans le département de Tivaouane, à 3 km de Ngaye. Ces jeunes se sont fortement mobilisés pour dire non à l'exploitation du phosphate dans leur localité. Ils dénoncent le démarrage des activités par l'entreprise sans l'avis de la population. Le maire de Koul, pointé du doigt par ces jeunes, a apporté des clarifications. Cherante Diop. Foulard rouge autour du cou, des pancartes en main, les habitants de plusieurs villages de la commune de Koul ont marché pour dire non à l'exploitation du phosphate dans la zone. Cheikh Bassirou Fall, membre du collectif Samsounou Momel. Une société du nom de Enevit SA s'est présentée au niveau de la commune pour dire qu'elle est détentrice d'un permis d'exploitation de phosphate, mine d'une superficie de 495 hectares. Si on regarde les limites géographiques, on a constaté que cette exploitation va être placée à 80 mètres des habitations. On voit qu'il y a plusieurs violations de la réglementation. Des jeunes se sont levés pour dire non. Le porte-parole des populations renseigne qu'il n'y a pas eu de discussion franche entre les populations, le maire de Koul et les autorités. Non seulement ils n'ont pas informé en aval la population, comme l'exigent les textes, rencontré les populations afin de leur dire ce qui se passe. Le préfet, le sous-préfet, on l'a écrit, le gouverneur en même temps, on l'a écrit, et le ministre même. Le maire, il a dit qu'il n'a pas été au courant. On peut dire qu'il a une responsabilité là-dessus. Le maire de Koul, Modoufal, indexé, appelle les jeunes à la responsabilité. Ils ont dit que donc le maire, il est complice, il a été corrompu. Ils ont tout dit. Si l'État décide d'exploiter, personne, je dis personne, ne pourra l'empêcher. Donc soyons sages.
Un dossier que l'on ne maîtrise pas. Pourquoi vraiment se lever et dire non et non et non? Pour ces jeunes, l'implantation des mines de phosphate risque d'entraîner à terme la décadence de l'agriculture à Koul. RFM Thiès, Cheikh Anta Diop. Contrairement aux jeunes de Koul, à Bambey, les femmes du département attendent des nouvelles autorités. L'exploitation du phosphate extrait dans le département, cela permettra une disponibilité des engrais nécessaires à la production agricole dans le bassin arachidier et à bon prix. C'est ce qu'elles ont confié à l'adjoint du préfet lors de la concertation en prélude aux préparatifs de la journée du 8 mars. Mamadou Faye, adjoint au préfet de Bambey, au micro de Babacar Diouf. Il y a un monsieur qui était présenté ici pour nous dire que peut-être il va nous construire une mosquée. Alors, mais finalement, on s'est retrouvé qu'il n'a même pas construit une mosquée pour la population, mais il a construit une mosquée plus un internat. Je veux dire une école privée. Et ça compte à peu près 4000 et quelques mètres carrés. Au finish, on s'est retrouvé que la mosquée est déjà fermée à clé et il est fermé de l'intérieur. Je veux dire simplement. Lui et sa famille, je veux dire. Quand je parle de famille, c'est les gens qui habitent dans l'internat. C'est eux seuls qui ont le droit de prier dans la mosquée. L'adjoint maire de Malicounda lui a dit, et peut-être le président de Ménial l'avait dit que tes papiers-là ne sont pas valables. Le sous-préfet l'a dit, tes papiers-là ne sont pas valables. Maintenant, le sous-préfet nous a dit, tu prends ton internat, mais tu fermes tous les accès qui vont à la mosquée. Je veux dire toutes nos excuses sur cette erreur d'éléments. Nous reviendrons sur l'adjoint au préfet de Bambey qui a parlé donc au nom des femmes du département de Bambey qui attendent des nouvelles autorités l'exploitation du phosphate dans le département. Allons à Mbour 4. Le maire de Thiès-Ouest plaide la levée de la suspension des lotissements. Invité des RFM Matin, Mamadou Djité a formulé cette requête pour permettre aux populations de disposer de leurs parcelles à titre d'habitation. Le voici avec Mohamed Ali Mouba. Nous estimons que ces opérations de demande de cutus individuels ne peuvent pas prospérer d'ici 2050 même, parce qu'il y a ceux qui sont concernés par ça s'élèvent à plus de 3000 personnes. Donc si on continue comme ça, on ne pourra pas terminer vraiment ces opérations. Donc, et je pense que les sites concernés n'ont pas beaucoup de problèmes. C'est-à-dire qu'on appelle la ZAR, zone de recasement, la ZR, zone à restructurer, et la zone d'extension. Ces trois zones-là qui concernent le premier site de Mbour 4, c'est-à-dire les 484 hectares qui ont été déclassés en premier lieu. Dans ces zones, il n'y a pas de problème. Donc, là où il y a les problèmes, c'est la nouvelle ville de Thiès. Mais dans ces zones, ce sont des populations démunies qui n'avaient pas de quoi acheter des terrains, qui sont venus dans la forêt, vraiment trouver des parcelles qui ont fait des constructions irrégulières. Il faut juste les accompagner, puisqu'on a déclassé la zone, il faut leur permettre de construire, parce qu'ils n'en peuvent plus. Nous-mêmes, en tant que municipalité, institution, nous avons des projets à Mbour 4, notamment la construction de l'école publique Mbour 4. Depuis l'année dernière, nous avons fait tout ce qu'il faut, les marchés, respecter toutes les procédures. Mais il nous reste tout simplement à avoir accès au site, qu'on nous délimite le site pour qu'on puisse démarrer. Mais depuis lors, les services techniques nous disent, le cadastre, on ne peut pas faire d'opération sur ce terrain parce qu'il y a les mesures de suspension. Donc... RFM, la radio de toute l'actualité. Les agents déflatés de l'État ne doivent pas être laissés à eux-mêmes. Des spécialistes se prononcent. Des mesures d'accompagnement s'imposent alors pour les aider, entre autres un soutien psychosocial ou encore des redéploiements dans d'autres services si besoin est. Nafissatou Silla a travaillé sur le sujet. Nous l'aurons dans un instant. Avant cela, Nafissatou Silla, qui est donc disponible, on va l'entendre sur la nécessité d'accompagner les travailleurs déflatés, notamment avec un soutien psychosocial. Nafissatou Silla. Licenciements sans préavis, les agents récemment déflatés pris au dépourvu. Un énorme choc soutient le sociologue Dr Souleymane Lo. Il exhorte à la mise en place de cellules d'écoute. Des conséquences, et pour ces conséquences, il faut trouver donc des mesures d'accompagnement. Alors, parmi ces mesures d'accompagnement sur le plan psychologique et social, l'État doit mettre en place donc des cellules d'écoute et d'accompagnement pour aider les travailleurs licenciés à surmonter donc le choc donc du licenciement.
Parce que la plupart donc des travailleurs sont donc des soutiens de famille ou des pères de famille qui espéraient évidemment nourrir donc leur famille. Dans ce contexte difficile également, ça peut être en tout cas source de perturbations donc psychologiques, à des conséquences donc dramatiques par rapport donc à leur avenir. L'État doit s'assurer que les travailleurs licenciés puissent recevoir donc leurs indemnités de licenciement. Pour le docteur Souleymane Lo, l'État devait aussi penser à un programme de reconversion sociale au-delà du soutien psychologique et professionnel, en offrant donc des formations adaptées aux besoins donc du marché du travail pour permettre donc à ces licenciés d'acquérir de nouvelles compétences pour se reconvertir. Le président de l'Association nationale des directeurs des ressources humaines du Sénégal, même s'il reconnaît qu'il y a eu un recrutement abusif, parle de gestion du stress post-licenciement. Ibrahima Mbaye. J'ai constaté qu'il y a eu un recrutement passif quand même pour des postes inexistants, ça il faut le dire, même s'il y a certains qui ont été recrutés normalement par une voie d'appel à candidature. Ça, je suis bien d'accord. Mais c'est ce qu'il faut dire pour accompagner un travailleur licencié en informant ces travailleurs sur les raisons du licenciement, parce que la plupart ne savent pas pourquoi ils ont été licenciés. Un soutien psychologique, leur proposer un soutien pour les aider à gérer le stress. Il y a aussi des émotions à gérer et qui sont liées au licenciement. Surtout aussi une certaine disponibilité, les écouter et montrer de l'empathie face à eux pour le travail qu'ils ont perdu. Parce que vous savez, le salarié, c'est pas le salarié qui est protégé, mais le salaire. Parce qu'il y a tellement de personnes qui comptent sur le salaire pour vivre. Il émet cependant quelques recommandations. Ibrahima Mbaye. Il est déployé dans certains secteurs où ils ont eu peut-être une certaine formation. Comme aussi en entreprise, il y a un réseautage et des recommandations. On peut profiter de ces réseautages et ces recommandations en les aidant à développer un réseau professionnel pour trouver un nouvel emploi. Ce qu'il faut retenir pour l'heure, c'est que l'État du Sénégal n'a toujours pas encore réagi pour trouver des solutions face à ce problème avec ces nouveaux chômeurs. Restons avec le monde du travail, avec ces communiqués du port autonome de Dakar et de la Poste portant réaménagement des horaires de travail en faveur des femmes durant le mois de Ramadan. Ces mesures ont créé une polémique chez les féministes. Ces dernières parlent de communiqués sexistes et dérisoires. Un ancien inspecteur du travail et le secrétaire général adjoint de la CNTS n'y voient aucun mal. Si l'on se fie à la réglementation du travail, les femmes ont bien sûr d'autres obligations et responsabilités en dehors du travail. C'est Dounoba. Quand des féministes attaquent l'organisation professionnelle de certaines sociétés comme le port autonome de Dakar et la Poste à l'occasion de ce mois de Ramadan, réaménagement horaire en faveur des femmes, Mamadou Sow, ancien inspecteur de travail, donne son point de vue. Bon, il faut dire que d'accord, sur le plan des principes, le réaménagement ou l'aménagement donc de l'horaire de travail fait partie de ce qu'on appelle le pouvoir d'organisation de l'employeur. Il lui appartient effectivement donc d'organiser son travail. De deux aussi, il faut le ramener dans le contexte. C'est-à-dire, nous sommes dans le contexte donc du Ramadan. Certainement, c'est en prenant en compte aussi les spécificités de la femme sénégalaise. Parce que aussi dans notre société, quoi qu'on dise, même si elle travaille, évidemment, jusqu'à présent aussi, il y a les tâches domestiques qui s'imposent à la femme. Selon lui, il n'y a pas de quoi fouetter un chat. Le communiqué en soi ne pose pas problème. Peut-être maintenant, qu'est-ce qui est à la base de la réaction des féministes? Parce que ce qui se passe, c'est que c'est une réalité aujourd'hui. La femme sénégalaise, même si elle travaille, elle a aussi des obligations familiales. Nous ne sommes pas, par exemple, dans les pays développés, il y a le partage des tâches domestiques. On n'en est pas encore là. Par exemple, au Sénégal, on n'en est pas encore à ce qu'on appelle le congé parental. Il y a juste le congé de maternité. Lamine Fall, secrétaire général adjoint de la Confédération nationale du travail du Sénégal, la CNTS, il est en phase avec l'inspecteur du travail. C'est une organisation en général qui se fait pour libérer les gens, surtout les dames, un peu plus tôt. D'une façon générale, d'ailleurs, tous les travailleurs sont libérés un peu plus tôt. Il y a des entreprises où effectivement l'horaire du matin, l'heure de prise de fonction, de service, et donc descendre un peu plus tôt. Chez d'autres employeurs que aussi les femmes doivent être plus légères compte tenu peut-être que souvent au Ramadan, peut-être ce sont elles qui sont les plus éprouvées. Certains féministes que nous avons pu joindre n'ont pas voulu faire entendre leur voix. Et puis, vous le savez, le système de santé sénégalais a un déficit de ressources humaines médicales et paramédicales. Dans l'émission Point de vue de la RTS de dimanche dernier, le docteur Ibrahima Sy, ministre de la Santé et de l'Action sociale, a rappelé la nécessité de renforcer le secteur privé dans le domaine médical pour qu'il aide l'État dans le recrutement des agents.
Le syndicat des médecins privés du Sénégal et l'amicale des cliniques privées se disent ouverts tout en proposant des solutions. Awambaye. Pour le secteur privé sanitaire, c'est bien possible d'accompagner l'État du Sénégal à résorber le gap de personnels médicaux et paramédicaux du système de santé. Pour le syndicat des médecins privés du Sénégal et l'association des cliniques privées du Sénégal, ce secteur a d'ailleurs toujours participé au développement de la santé. Dr Alioune Tabane. Rappeler quelques éléments importants pour les Sénégalais. Il faut savoir que le secteur privé sanitaire sénégalais joue un rôle prépondérant dans le développement de la santé au Sénégal. Au Sénégal, plus d'un patient sur deux se soigne dans le secteur privé avec pratiquement plus de 5 millions de prestations de soins offertes par an. Donc le secteur privé est un socle du développement de ce pays. Donc c'est un acteur économique et social important. Pour revenir sur ce que le ministre a dit, avec actuellement plus de 50 000 emplois directs créés. Et le secteur privé peut faire plus que ça. En quoi faisant? En résorbant le gap, parce qu'il ne faut pas oublier qu'au Sénégal, il y a de plus en plus de structures de formation de professionnels de santé qui émergent, avec actuellement pratiquement 5 universités publiques et environ 4 à 5 universités privées. Ce gap, l'État du Sénégal ne peut pas le résorber. Et pour réussir cet accompagnement, l'État doit entre autres faciliter les financements, mettre en place une subvention, réduire les taxes, selon le docteur Tabane. Le secteur privé de la santé n'a pas reçu de subvention de l'État du Sénégal, alors que c'est un secteur qui est extrêmement important. Mais aujourd'hui, l'État, pour résorber ce gap, pour permettre aux structures privées et établissements privés de santé de recruter plus, il peut mettre en place une politique de subvention, une politique d'accompagnement et faciliter les financements par rapport aux établissements privés de santé. Deuxième chose que l'État peut faire, accompagner sur les taxes en détaxant certains produits ou certains secteurs du secteur privé, mais aussi en défiscalisant aussi une partie du secteur privé. Pour le ministre de la Santé et de l'Action sociale, si le secteur privé sanitaire est renforcé, l'offre de soins sera plus large avec des tarifs plus accessibles, le tout pour le bénéfice des Sénégalais. 12h17 à Fatick, le groupe pour l'étude et l'enseignement de la population en croisade contre les grossesses et les mariages précoces d'élèves. Le GEP a reçu un appui pour dérouler des activités de sensibilisation dans 3 régions, dont celle de Fatick. Pour rappel, en 2024, plus de 160 cas de grossesse ont été enregistrés en milieu scolaire dans l'académie. Aminata Goudiaby. C'est l'ambassade des Pays-Bas qui finance ce projet. Durant 2 ans, le groupe pour l'étude et l'enseignement de la population va faire des activités de sensibilisation et de formation à l'endroit des élèves adolescentes. L'académie de Fatick est choisie en raison du nombre élevé de grossesses en milieu scolaire. Serigne Sarr est le coordonnateur du GEP dans l'académie de Fatick. Ce projet vise à éradiquer les grossesses précoces en milieu scolaire, qu'il y ait 0 grossesse au niveau des établissements. Il y a aussi les violences basées sur le genre, il y a aussi les mutilations génitales féminines. Les activités que nous menons, ce sont des activités de sensibilisation, les génies enceintes de la reproduction, des causeries qu'on déroule dans les salles de classe, des podiums d'animation communautaire. Santé de la reproduction des adolescents et les jeunes en milieu scolaire est le nom donné au projet. Il est aussi mis en œuvre à Kaolack et à Ziguinchor. Dans ces régions également, les cas de grossesse d'élèves se sont multipliés. Madame Bondoy, coordonnateur national des clubs EVF, est chargée de programme dans le GEP. Mais cette année, on a remarqué que c'est la région de Fatick, la région de Kaolack et la région de Ziguinchor qui sont donc les régions qui ont le plus de grossesse précoce. On s'est dit, écoutez, il va falloir mettre en place un projet pour accompagner les établissements et les élèves pour faire en sorte qu'il y ait 0 grossesse en milieu scolaire. Outre les grossesses, les mariages précoces sont aussi à combattre. Le phénomène va être pris en compte dans les activités de sensibilisation qui seront menées dans le cadre du projet. Les parents d'élèves y seront associés. Au niveau de Fatick, l'année dernière, 2024, c'est 166 cas de grossesse au niveau de l'académie. Parmi les 166 cas de grossesse, il y a beaucoup de filles qui sont mariées et qui se trouvent dans le cycle moyen. Et c'est ce qui n'est pas normal. Le groupe pour l'étude et l'enseignement de la population GEP compte environ 600 clubs d'éducation à la vie familiale dans les régions. Aminatou Goudiaby, Fatick RFM. Un mot de météo pour boucler la première partie de cette édition avec cet avis de vent fort lancé par l'ANACIM. Il couvre la période du 5 au 8 mars sur Dakar, la Petite-Côte et la Casamance. Un vent momentanément fort de secteur nord pouvant atteindre 40 km à l'heure. C'est un code jaune, c'est-à-dire que les phénomènes dangereux prévus pourraient occasionner des accidents en mer.
L'ANACIM invite les usagers à se tenir au courant de l'évolution de la situation et à suivre les conseils de sécurité émis par les pouvoirs publics. RFM. L'actualité internationale. Le journal international avec vous, Fama John. Bonjour. Bonjour Souleymane, bonjour à tous. Nigeria, 4 États ordonnent la fermeture des écoles pendant le Ramadan. Et ce sont des écoles à prédominance musulmane et sont situées dans le nord du Nigeria. Elles ont ordonné la fermeture de ces écoles. Ces États, ils ont plutôt ordonné la fermeture de ces écoles pendant le Ramadan, ce qui suscite l'indignation des chrétiens et des syndicats de l'enseignement. Les États de Kano, Katsina, Bochi et Kebbi sont concernés. La fermeture des écoles a suscité de vives critiques de la part de l'Association nationale des étudiants nigérians et de l'Association chrétienne du Nigeria, qui a menacé d'intenter une action en justice contre les gouvernements des 4 États. Ces associations se disent prêtes à organiser des manifestations à l'échelle nationale si les 4 États n'annulent pas la fermeture des écoles dans les 72 heures. La décision ébranle les progrès académiques des étudiants, perturbe leurs apprentissages et cible injustement les étudiants non musulmans, les soumettant à une discrimination indue, déclarent les membres des 2 associations. Dans un communiqué, le chef de la police islamique de l'État de Kano a demandé aux écoles privées de se conformer à l'ordre déclarant qu'aucun manquement ne sera toléré. Les 4 États concernés n'ont pas réagi à la polémique suscitée par la fermeture des écoles. En République démocratique du Congo, une série de maladies inexpliquées se sont propagées dans plusieurs villes de l'ouest du pays au cours du mois de janvier, causant jusqu'ici la mort d'une 60aine de personnes. Plusieurs hypothèses ont été avancées, parmi lesquelles le paludisme ou un empoisonnement lié à l'eau. Une situation qui a amené les autorités sanitaires congolaises et l'Organisation mondiale de la santé à dépêcher mi-février une équipe d'experts sur le terrain. Après avoir mené des recherches, les hypothèses se sont multipliées. L'OMS a avancé le 28 février dernier celle d'un empoisonnement massif, tandis que les experts africains soupçonnent une cause plus banale telle que le paludisme Souleymane. En Tunisie, ouverture du procès d'une dizaine de personnes accusées de complot contre l'État. Il s'agit d'une quarantaine d'opposants, avocats, journalistes qui devraient faire face aux juges à partir de ce mardi. Elle risque jusqu'à la peine capitale. La défense dénonce son dossier politique et souligne l'absence de preuves. C'est Dounourouba. Des accusations passibles de lourdes peines et jusqu'à la peine capitale. Il est reproché à un certain nombre de mises en cause, selon la défense, d'avoir eu des contacts jugés suspects avec des diplomates. Et parmi les accusés, les plus connus figurent un ancien haut responsable du parti islamiste Ennahda, Abdelhamid Djelassi, les militants Kayam Turki et Shaima Issa et l'homme d'affaires Kamel El Tayefa. L'ex-députée et militante féministe Bouchra Belhaj Hamida, qui se trouve en France, en fait aussi partie. Plusieurs des accusés sont en détention, une partie en liberté et les autres en fuite à l'étranger. D'autres opposants et personnalités politiques ont récemment été condamnés à de lourdes peines de prison, comme Rachet Ranouchi, chef d'Ennahda et ancien président du Parlement qui a écopé de 22 ans pour atteinte à la sûreté de l'État. Il faut rappeler que depuis le coup de force du président Saïd à l'été 2021 et par lequel il s'est octroyé les pleins pouvoirs, défenseurs des droits humains et opposants dénoncent la régression des droits et libertés dans le pays et qui avait lancé le printemps arabe. Rappelez-vous, c'était en 2011. Et puis aux États-Unis, Donald Trump suspend les aides militaires à l'Ukraine. Le président américain a ordonné une pause dans l'aide militaire des États-Unis à l'Ukraine. C'est après l'altercation de vendredi dernier avec son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky. Cette décision a été prise après une réunion à la Maison-Blanche hier lundi après-midi avec les responsables chargés de la défense et de la diplomatie ainsi que les principaux conseillers du président Donald Trump. L'aide militaire américaine a été approuvée sous l'ancienne administration de Joe Biden et selon le département d'État américain, les États-Unis ont fourni du 24 février 2024 au 20 janvier 2025 65,9 milliards de dollars en assistance militaire à l'Ukraine. Souleymane. Merci Fama John. Parole aux auditeurs. L'actualité, qu'en pensez-vous? Moi, je pense que vous devez. Réagissez dans nos éditions d'information sur l'actualité. Bonjour. Du lundi au vendredi, vous avez la parole sur RFM.
Dans notre rubrique Point de vue, nous débattrons sur l'état des libertés civiles et politiques au Sénégal, prétexte la publication il y a quelques jours du classement mondial des États. Classement des pays les plus libres. Pour en parler, nous serons avec Senghane Senghor, coordonnateur de l'antenne de Dakar de la RADDHO, la rencontre africaine pour la défense des droits de l'homme, et Malal Talla, membre du mouvement Y en a marre. RFM Sport. L'actualité des sports. Malal Junior Diagne, bonjour. Bonjour Souleymane. On commence avec l'organisation des Navétanes. Le ministre des Sports veut des réformes. Des réformes donc pour réorganiser et restructurer le mouvement Navétane afin de mettre fin aux dérives, mais également de quantifier et de limiter l'organisation des compétitions au niveau national. Des assises qui se tiennent depuis ce matin au Grand Théâtre National Doudou Ndiaye et Koumba Rose. La ministre des Sports, Mme Khady Diène Gaye, assiste à ces travaux ainsi que les différents responsables du mouvement de l'organisation des activités de vacances. Amadou Kane, le président de l'ONCAV, a pris la parole avant que les journalistes soient priés de quitter la salle pour que les échanges puissent se faire à huis clos entre les différents responsables du Navétane, toutes structures confondues. Les propos donc à l'ouverture de cette séance, de cet atelier de Amadou Kane que nous écoutons avec Soda Thiam. Mais par rapport à la retrouvaille des Navétanes, l'ONCAV n'a jamais posé de veto. Mais en regardant dans le téléviseur, Madame le ministre, ce n'est que 2 fois que l'ONCAV s'est fissuré en Assemblée générale. D'abord à Tamba, deuxièmement c'est à Louga. Et c'est pourquoi nous, lorsque l'État nous a appelés à la réconciliation, on a été d'accord. Et depuis lors, vous vous rappelez très bien l'audience historique que le président de la République avait accordée aux Navétanes. Il y a eu des retrouvailles. Mais par rapport au reste, Madame le ministre, nous disons que quand il y a un problème dans un département, dans une région, nous avons pensé que c'est à la région de le régler. Il n'y avait pas nécessité de convoquer une assemblée générale, de convoquer des retrouvailles nationales. Mais cependant, l'ONCAV n'a jamais refusé cela. Mais nous pensons aussi que pour être membre de l'ONCAV, ou bien un de ses démembrements, de notre point de vue, et ça c'est les règlements de l'ONCAV qui le disent, il faut d'abord avoir le mandat d'une ASC. Ce qu'on doit faire, c'est de se retrouver autour de l'essentiel, mais en fonction des règlements qui existent. On ne peut pas aujourd'hui prendre une personne, vouloir le nommer, parce qu'il n'y a pas de cooptation au niveau du Navétane, c'est soit consensus ou élection, et il faut avoir le mandat de la base. Et c'est pourquoi nous avons pensé qu'à travers ce qui a été dit durant ces assises, ça fera de manière que le Navétane puisse encore vivre plus longtemps. Près de plus de 8400 ASC au niveau national, d'où l'urgence de restructurer les Navétanes. Cette Ligue des champions européenne, elle est bien structurée puisqu'elle joue ses 8e de finale aller pour l'édition 2025. Ce soir à 20h, Club Brugge joue contre Aston Villa. Arsenal défie le PSV Eindhoven, Dortmund défie Lille et le choc entre les deux clubs espagnols, le Real, tenant du titre, qui reçoit l'Atlético de Madrid. Lutte avec frappe après Ama Baldé, Franc fonce sur Eumeu Sène. Le jeune lutteur des Parcelles Assainies a signé un contrat avec la structure Jambar Production pour croiser le fer avec Eumeu Sène, qui est également de Pikine. Que retenir de cette affiche qui a été publicitée et attendue par les amateurs? Ibakan, journaliste sportif spécialisé sur les questions de la lutte, répond à ces questions. Mansour Ba a finalement scellé le combat entre Eumeu Sène et Franc. C'était une demande sociale. C'était un combat vraiment très attendu. C'est pas une surprise parce que depuis la victoire de Ama Baldé, de Franc sur Ama Baldé, les gens ne cessaient de demander le combat entre Franc et Eumeu Sène. Maintenant, c'est chose faite. On va vers un combat qui sera très disputé à mon avis, parce que tout simplement Eumeu Sène, je le disais tout à l'heure, Eumeu Sène c'est l'expérience en bandoulière. Eumeu Sène, c'est 27 ans de carrière. Il a débuté en 1900.
1998. Il a débuté en 1998. Il a été roi des arènes. Il a affronté Balla Gaye 2, il a affronté Tapha Tine, il a affronté les Siley Diop, les Allo. Donc c'est un lutteur qui a du vécu, qui a de l'expérience, qui a été roi des arènes. Et il est aussi le porte-étendard du drapeau de Pikine parce que tout simplement Pikine ne cesse de baisser en forme. Et Eumeu Sène est attendu pour relever le défi, à savoir battre France, lutteur invincible, France qui reste sur 14 victoires, 14 combats, 14 victoires. Donc il viendra avec la ferme intention de garder son invincibilité face à Eumeu Sène. Ensuite, Pikine court souvent à France parce qu'en 6 combats, il a remporté 6 victoires. Eumeu Sène, ce sera son septième adversaire. Donc on va vers un combat où l'un viendra pour mettre fin à l'invincibilité de France, tandis que l'autre viendra pour garder son invincibilité. Donc c'est un combat vraiment alléchant. Toutes nos excuses pour la qualité sonore qui a été enregistrée à bord d'un véhicule Ibakan que nous remercions. Suleiman, c'est tout pour les actus sport. Merci Malal Junior Diagne. Electronic Corp et Beko vous offrent votre revue de presse. La presse du jour passée en revue par Mohamed Ali Mouba. Bonjour. À la une, le nouveau régime, toujours sur les pas de Macky Sall. Le président Macky Sall, la menace de la double peine, ou plus exactement du double mandat de Tipou. Au-delà de sa personne, en sursis, l'Obs indique ce matin que ce sont tous ces ministres ou presque qui risquent de se retrouver derrière les barreaux, pris sous l'engrenage de ce que le confrère appelle une justice implacable sans aucune échappatoire. Mon confrère informe dans la foulée que le pôle judiciaire financier va déménager. Les comparutions ne se tiendront plus dans les anciens locaux de la CREI sur l'avenue Cheikh Anta Diop de Dakar. Source indique que l'Assemblée nationale a adopté par ailleurs hier en commission le projet de loi portant assistance aux personnes détenues et transfèrement des personnes condamnées entre le Sénégal et le Maroc sur les éventuelles poursuites judiciaires contre l'ancien président Moustapha Niaksari et précise ce matin sa pensée. Le porte-parole du gouvernement persiste, signe et précise. Vox Populi ouvre ses colonnes sans attendre. Au porte-parole du gouvernement, il dit: ma vision est qu'inévitablement Macky Sall fera face à la justice. On ne peut le poursuivre que pour haute trahison et c'est l'Assemblée nationale qui peut décider l'accuser de cela et non l'exécutif, indique encore Sarré. Du coup, ces propos n'engagent ni le gouvernement dont il est le porte-parole, encore moins son parti, le PASTEF. Concède Vox Populi, c'est que pour l'AS, Moustapha Sarré va vite en besogne. Il y a comme une prééminence des idéaux du PASTEF dans la ligne communicationnelle du gouvernement. C'est pourquoi le journal note qu'en vérité, Sarré brouille la parole du gouvernement qu'il porte. En attendant d'en savoir davantage sur cette affaire, ouvrons la page des licenciements. Licenciements en cascade dans les établissements publics et parapublics. Plus de 3000 pères de famille dans la rue. Conséquence, ces déflatés se réunissent dans une structure pour revendiquer leurs droits. Le journal Les Échos a couvert hier leur conférence de presse. Ils disent avoir dénombré environ plus de 3000 licenciés. Karim Khoumkhar était de la partie. Il se demande ce qui s'est passé pour que Ousmane Sonko et compagnie leur servent ce plat avarié. Les résidents étrangers de Saly, eux, sont dans l'incertitude. Enquête note ce matin que des milliers de Sénégalais sont envoyés dans la rue depuis l'arrivée de Pastef au pouvoir, mais il y a une crainte, la crainte du grand remplacement, qu'on les remplace par d'autres hommes politiques, note encore Enquête. Commentaire de Mohamed Gueye dans le journal Le Quotidien. Il faut en tout cas la discipline par l'exemple. Après une dizaine d'années d'opposition, d'accord verbal, avant de passer à l'action violente, Pastef est en train de faire prendre au peuple sénégalais la mesure de ses capacités de gouverner. Ce qui est notable avec nos nouveaux dirigeants, indique le commentateur, c'est leur rapidité à faire montre de leur carence. En moins d'un an de pouvoir, une bonne partie de l'opinion, même parmi leurs plus fermes partisans, ne cache plus sa déception et sa désillusion. Pendant ce temps, eux sont dans le clinquant, leurs soucis d'argent sont terminés et ils se pavanent. Le journal note que ce sont des personnes dont le statut social semble avoir changé du jour au lendemain en un tournement qui viennent étaler leur luxe avec insolence. Ils se souviennent de certaines premières dames qui faisaient étalage de distribution de moulins et de forages dans des villages, d'autres créaient des écoles
écoles et des hôpitaux dans des localités plus ou moins éloignées. Et ces dames, note le commentateur, prenaient le prétexte de président des fondations à travers lesquelles de généreux donateurs faisaient montre de philanthropie. Or, maintenant, nos nouvelles épouses de dirigeants vont dans le terroir avec force cortège de camions remplis de victuailles de toutes sortes qu'elles distribuent du haut de leur tribune. Elles n'ont même pas besoin d'invoquer une quelconque fondation ou des partenaires étrangers qui seraient venus les soutenir. Ce peuple sénégalais, a dit le commentateur, ne va-t-il pas faire comme dans la ferme des animaux de George Orwell et se demander à quoi aura servi finalement le changement de régime. Ce dossier de Walfadri sur le Ramadan avec le réaménagement des horaires de travail et leurs conséquences, la baisse de la productivité. Le journal parle de contre-coup du Ramadan. L'industrie des BTP, le secteur le plus affecté, note encore le confrère. L'économie du Sénégal risque d'en prendre un coup et pour ne rien arranger, l'Obs informe ce matin que le Sénégal fait face d'ailleurs à une nouvelle chute de ses obligations. Notre pays devra offrir des taux d'intérêt plus élevés pour attirer les investisseurs. À la une du journal LAS, Madiambal Diagne qui perd encore devant Souleymane Teliko. Le patron du groupe Avenir Communication perd encore son procès contre le juge. La cour d'appel a rejeté l'exception comme non fondée et confirme le jugement, à savoir 3 mois d'emprisonnement ferme et 5 millions de francs CFA de dommages et intérêts et une amende de 500 000 francs CFA. M. Diagne est poursuivi en justice par le magistrat pour ses propos lors d'une émission soutenant que Teliko a été épinglé par un rapport de l'Union européenne pour avoir perçu indûment des indemnités dans le cadre d'une mission des chambres africaines extraordinaires sur l'affaire Hissène Habré. Sans doute va-t-il se pourvoir en cassation pour éviter la prison. Note textuellement la publication. Bonne nuit à tous. Electronic Corp et Beko vous ont offert votre revue de presse. Point de vue. Regard croisé sur l'actualité du jour. À 12h36, bienvenue dans notre point de vue, le mini-débat du jour. Nous allons discuter aujourd'hui de la liberté au Sénégal. Prétexte la publication il y a une semaine par une ONG internationale basée à Washington qui s'appelle Freedom House et qui, depuis une cinquantaine d'années, évalue donc les libertés politiques et civiles dans le monde. Rapport donc publié il y a une semaine, le Sénégal se comporte très bien dans ce classement puisque c'est l'un des rares pays dans le monde. Il n'y en a que 34 à avoir connu des améliorations dans ce domaine-là, encore plus rare en Afrique. Et 60 pays ont décliné dans ce classement. C'est vous dire donc la performance attribuée au Sénégal dans le domaine des libertés et de la démocratie. Pour en discuter, nous sommes d'ores et déjà en ligne et en direct avec l'un de nos intervenants du jour, Senghane Senghor, coordonnateur de l'antenne de Dakar de la RADDHO, la rencontre africaine pour la défense des droits de l'homme. Monsieur Senghor, bonjour. Oui, bonjour Suleiman. Alors, quelle est votre réaction à ce rapport, si vous l'avez lu? On retient, en tout cas, en termes de notation, que le Sénégal a une note globale de 69 sur 100, est classé pays libre. En ce qui concerne les droits politiques, 30 sur 40, les libertés civiles, 39 sur 60. Oui, c'est un rapport qui normalement ne surprend pas l'acteur que je suis et peut-être quand même je peux le dire au nom de tous mes collègues qui travaillent sur les droits humains au Sénégal. Parce que si l'on compare ce que le Sénégal a vécu, la situation de 2021 à début 2024, à la période qui a vu l'avènement des nouvelles autorités au Sénégal, on ne peut que tirer ces conclusions. Il y a eu des améliorations. Il y a eu des améliorations d'abord sur la liberté d'aller et de venir, parce que rappelons qu'on est sorti d'une période où il était même difficile pour certains de sortir de chez eux et s'assurer que je vais rentrer le soir, parce qu'on a traqué même des personnes ici en pleine rue à n'importe quelle heure, même au-delà de minuit, on a arrêté des gens ici pour les envoyer à la police
leurs parents étaient à leur recherche et c'est plus tard peut-être que ses parents sont informés que la personne se trouve soit dans les locaux de la police, de la gendarmerie ou en prison. Alors cette période-là, elle a disparu. La deuxième chose, nous avons aussi traversé une période ici où presque tout ce qui était poursuivi sur la base des articles 55 à 100 du Code pénal sénégalais, sur l'article 139 du Code de procédure pénale est visé par le procureur, vous vous retrouvez en prison, le dossier est envoyé en instruction, ça veut dire ce qui signifiait que vous pouviez rester en prison pendant un temps indéterminé. Sur ces plans-là, nous avons effectivement noté des améliorations. Parce que même ceux qui sont poursuivis aujourd'hui pour diffusion de fausses nouvelles, le plus souvent, c'est des dossiers qui sont enrôlés et jugés en flagrant délit. Donc, la personne ne passe que peu de jours en prison pour se retrouver devant le juge et voir ce dernier trancher sur son sort. Ça aussi, ça n'a pas existé ici au Sénégal. Par contre, nous devons peut-être, si le temps nous le permet, je sais que nous reviendrons sur les défis, parce qu'il y a des défis à relever. Bien sûr. Alors, on le fera tout à l'heure. Avant cela, je voudrais introduire notre deuxième intervenant du jour, après l'avoir salué, Malal Talla, membre du mouvement Y en a marre. Bonjour Malal. Bonjour Souleymane. Alors, nous avons démarré ce point de vue avec la réaction de votre co-débatteur Senghane Senghor de la RADDHO, sa réaction au rapport de Freedom House qui classe le Sénégal parmi les pays phares en matière de liberté et de démocratie en Afrique, parmi les rares pays où on a noté une évolution positive justement dans ces deux domaines-là dans le monde. Toutefois, nous dit ce rapport, des poursuites judiciaires politiquement motivées à l'encontre des opposants et des changements de la loi électorale ont réduit la compétitivité de l'opposition ces dernières années. Ça, c'est la considération globale après avoir noté que c'est l'un des rares pays où il y a des transitions, des transferts de pouvoir pacifiques entre des adversaires politiques depuis l'année 2000. Vous, votre ressenti en tant qu'acteur de la société civile, est-ce que c'est véritablement une évolution positive de la démocratie et des libertés dans notre pays? Oui, cette note pour le Sénégal est une évolution positive. C'est quelque chose en fait qui va dans le sens effectivement de la consolidation de la démocratie au Sénégal. C'est un acquis. Il faut dire aussi que le Sénégal, comparé aux pays de la sous-région, est un pays relativement calme. Je dis relativement calme parce qu'effectivement, à la veille de chaque alternance ou à la veille de chaque élection, nous avons quand même beaucoup de problèmes. Il y a beaucoup de problèmes, il y a beaucoup de tensions qui sont soulevées. Et dans une véritable démocratie, il est important quand même d'évoluer beaucoup plus positivement et puis d'éviter ce genre de situation-là. Maintenant, entre 2021 et 2024, nous avons noté une situation très très tendue en termes de restriction des libertés, en termes de restriction de l'espace civique. Des personnes sont emprisonnées pour des délits d'opinion, etc., etc. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Parce qu'effectivement, je rappelle effectivement que le rapport couvre la période 2024, pas les années précédentes. Il y a eu d'autres rapports pour ces années-là. Ah oui, je veux dire en fait pour 2024 effectivement, je veux dire pour 2024, c'est effectivement le rapport pour 2024, je trouve que le rapport a raison. Le rapport a parfaitement raison parce que quand même on peut noter légèrement au début, il y a eu des gens qui étaient systématiquement arrêtés pour avoir dit quelque chose. On peut noter le cas Cheikh Yérim Seck, on peut noter effectivement beaucoup de cas. Mais il y a aussi cette alerte de la société civile, cette alerte des mouvements que nous sommes, il y en a marre, la société civile globalement, qui se sont indignés par rapport à ces actes-là.
Parce que tous les gouvernements essaient, tous les gouvernements, tous les États, ils essaient quand ils arrivent. Ils essaient de poser des actes. Maintenant, les actes qu'ils posent, si ça passe, ça passe. Et si ça passe pas, ça passe pas. C'est pourquoi les alertes de la société civile, leur veille est toujours, l'alerte de la société civile est toujours importante. Donc, il faut dire que depuis que le nouveau pouvoir est là, le nouveau pouvoir est très regardant sur les libertés, effectivement, sur les libertés des citoyens. Alors, Senghane Senghor, je rappelais tout à l'heure donc, que le rapport couvrait la période de 2024. Malgré tout, la note du Sénégal, c'est 69 sur 100. Il y a des pays qui ont des scores au-dessus des 90 sur 100. Alors, vous évoquiez tout à l'heure les points faibles, disons, ou les zones grises qu'il faudra peut-être améliorer. Est-ce qu'on en prend le chemin d'ailleurs depuis le début de 2025 avec ces arrestations qu'on a notées d'activistes, de chroniqueurs et ce genre de choses? Qu'est-ce qu'il faut faire pour maintenir le standard, voire améliorer le classement et la note du Sénégal dans les prochains rapports? Oui, merci Souleymane. C'est vrai que c'est un rapport qui couvre la période 2024 parce que le nouveau pouvoir est arrivé en début 2024 aussi, il faut le préciser. Mais c'est un rapport aussi qui compare une période à une autre. On compare 2024 à la période précédente, c'est pourquoi on parle d'amélioration. C'est ça. Nous faisons face à deux grands défis à mon avis. Le premier défi, c'est un défi d'application des lois. Parce que, vous l'avez dit vous-même, jusqu'à présent, certains sont arrêtés souvent pour des délits d'opinion. Jusque-là, nous assistons à des interdictions de manifestations qui ne sont pas expliquées. Vous l'avez tout le temps entendu, vous l'avez fait passer ça dans vos ondes, des Sénégalais qui déposent des déclarations de manifestation et qui ne sont informés du refus de l'autorité qu'à la dernière minute après avoir engagé des dépenses pour des chaises, des bâches et déplacer leurs militants. Et ça, c'est un des éléments qui ont conduit à la crise passée. Ça, c'est le défi d'application des lois sur les libertés. Liberté d'opinion, liberté de manifester et de donner ses avis sur tout. Mais nous faisons aussi face à un autre défi. C'est un défi que nous devons relever dans le domaine de la législation. Parce que juste là, les acquis que nous avons notés depuis l'arrivée de ces nouvelles autorités, c'est des acquis qui sont factuels, qui ne dépendent que de leur volonté. Peut-être qu'ils demandent au procureur de ne pas poursuivre aux criminels et de poursuivre sur la base du flagrant délit, ce qui donne une amélioration. La garantie pour nous, ce sera de faire voter de nouveaux textes qui vont en réalité garantir ces situations-là, qui vont modifier certains textes qui permettent de bâillonner les Sénégalais. Parce que moi, je ne peux pas faire confiance aux hommes politiques en me basant sur leur volonté d'être magnanime ou de respecter tel principe ou d'avoir en vue tel rapport qui doit venir. Ce que le gouvernement doit faire et de manière urgente, c'est de mettre en application ce qui a été retenu au niveau des assises sur la justice. Ces conclusions-là, les textes qui doivent être modifiés, le gouvernement doit s'atteler à les modifier et à amener le texte à l'Assemblée pour que ces textes-là soient votés. C'est devenu une urgence et ils n'ont plus d'excuses parce qu'aujourd'hui, ils ont une assemblée où ils sont largement majoritaires. N'est-ce pas? Merci beaucoup, Senghane Senghor, coordonnateur de l'antenne de Dakar de la RADDHO, la rencontre africaine pour la défense des droits de l'homme. Les 2 dernières minutes de ce débat avec vous, Malal Talla, membre du mouvement Y en a marre, je le rappelle. Pour vous, quels sont les défis auxquels le Sénégal fait face dans le domaine des libertés et de la démocratie, et quelles sont les améliorations à apporter et quel rôle d'ailleurs la société civile pourrait jouer dans cette dynamique d'amélioration? Oui, pour moi le premier défi, c'est d'abord de ne plus interdire
les demandes de manifestation pacifiques. Parce qu'en fait, c'est un droit. Il faut informer l'autorité. S'il n'y a pas de problème, s'il n'y a pas quelque chose qui entrave, etc., autoriser systématiquement les manifestations. Ça, c'est fondamentalement important. L'autre truc, c'est lever l'arrêté Ousmane Ngom. L'arrêté Ousmane Ngom interdisant les manifestations aux alentours du Palais de la République. Les manifestations en ville. Par exemple, à côté du ministère de l'Intérieur, à la place de l'Indépendance. La place de l'Indépendance, c'est une place de l'indépendance. Et on ne peut pas être libre et on ne peut pas être indépendant. Quand on est libre, on est indépendant. Donc, il est inadmissible d'interdire une manifestation à la place de l'indépendance. Donc, c'est une occasion, c'est une aubaine pour le nouveau pouvoir, effectivement, de suspendre cet arrêté, Ousmane Ngom, interdisant effectivement les Sénégalais de manifester à côté du ministère de l'Intérieur, à l'Assemblée nationale, au palais, etc., etc. Parce que la démocratie a besoin effectivement de manifestations publiques. Les gens ont besoin de s'exprimer. Parce que quand on s'exprime, ça atténue la violence. N'est-ce pas? Merci. Merci Malal Talla, membre du mouvement Y en a marre. On vous retrouve tous les deux dans la version Wolof de ce débat. C'est la fin de cette édition à 12h50. Je vous remercie de l'avoir suivi. Merci à toute l'équipe qui l'a préparé et réalisé. El Haj Ndiogoudien à la rédaction en chef, Mamas Toukan à la réalisation, à la mise en onde d'Abdoulaye Diop, à la production Aliouba et Hamadi Ndiaye. À 13h, retrouvez El Haj Ndiogoudien pour le grand journal en Wolof. Excellente suite des programmes sur la RFM. Au revoir.